Les équidés de travail vous semblent dépassés? Détrompez-vous, ils sont l'avenir. Impact positif sur l'environnement, don de fédérés, ils occupent une place de choix dans l'évolution positive de notre système économique et social. Chaque jour, la Société française des équidés de travail œuvre pour encourager l'élevage, la formation et la valorisation de ces équidés et de l'énergie cheval. Une politique globale, respectueuse du bien-être animal, pour recréer ce lien historique entre l'homme et l'animal et construire ensemble la société de demain. Bonjour à tous, bienvenue pour cette avant-dernière table ronde en direct ici depuis le Mondial du Lion d'Angers. J'en profite d'ailleurs pour dire que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live et que vous pouvez revoir toutes les autres tables rondes et elles sont nombreuses sur tous les sujets qui intéressent sur la filière équine. Cette avant-dernière table ronde est consacrée à l'achat du cheval qui concerne évidemment tous les amateurs. Alors justement, acheter un cheval chez un marchand, chez un éleveur, comment faire, comment se préserver, comment recevoir les conseils d'un vétérinaire, c'est le tour de cette question que nous allons faire. Je vais d'abord vous présenter nos invités. Une femme est ici, ça sera un peu la loi, puisqu'elle est avocat. C'est Sophie Beuchet. Bonjour Sophie. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots, vous êtes de la région déjà. Oui, je suis avocate au barreau d'Angers, spécialisée en droit équin, et je suis membre du conseil d'administration du Mondial du Lion. Alors, on a beaucoup de questions évidemment à vous poser. Yves Gay, bonjour, à ma droite. Docteur vétérinaire, administrateur également de la Société hippique française, si je ne m'abuse. Et voilà, on a évidemment beaucoup de choses à vous poser parce que la visite vétérinaire est souvent un sujet crucial, n'est-ce pas? Bonjour, oui, et elle détermine souvent l'achat ou non du cheval. C'est peut-être trop d'importance lui donner, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Les amateurs, on le verra, besoin ou pas justement d'avoir ces visites vétérinaires. Et puis Aurélien Lafargue, bonjour Aurélien. Connu évidemment pour son amour des anglo-arabes, mais pas que. Président de la Société hippique française Nouvelle-Aquitaine, éleveur. Et on verra pourquoi faut-il peut-être acheter les chevaux chez un éleveur plutôt qu'un autre. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, maître. Mais oui, absolument. Quelles sont d'abord les précautions juridiques que doit prendre on va s'intéresser aux acquéreurs amateurs, à ceux qui nous regardent, à ceux qui veulent aller soit faire du tourisme, soit évidemment intégrer le circuit SHF pour débuter un cheval. Qu'est-ce qu'on doit regarder plus précisément ? Alors la première précaution, mais le docteur Gay en parlera après, c'est évidemment de faire une visite vétérinaire, ça c'est essentiel. Après, ce qui est très important, c'est de conclure un contrat de vente. Souvent les acheteurs et les vendeurs ne prennent pas cette précaution, et c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est pas très compliqué, puisqu'on trouve même un contrat gratuitement, qui est très bien, qui est validé par la SHF, et on le trouve sur le site de l'Institut du droit équin. Donc il est en libre accès, et ça c'est une précaution qui est très importante. Ça permet d'identifier clairement les parties, qui est le vendeur, qui est l'acquéreur, parce qu'il y a parfois des problématiques. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est un particulier? Donc ça c'est un élément qui est vraiment très important. Ça permet de fixer le prix. Est-ce qu'il y a une TVA? Comment le prix est-il payé? Et puis ça permet aussi de fixer quel est l'usage qui sera fait du cheval. Ça c'est extrêmement important. Est-ce que ce sera un cheval qui sera utilisé pour les courses, pour le sport, pour la reproduction? Donc ça c'est un élément déterminant. Donc la première précaution qui me paraît
incontournable, c'est de signer un contrat de vente entre l'acquéreur et le vendeur. Alors, celui qui reçoit la demande en général, évidemment, pour l'acquisition d'un cheval, ce sont les marchands. Et pour les représenter, on a à notre table ronde Pascal Planck. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur de l'Agence française du commerce d'équidés. C'est une forte responsabilité quand on est marchand de chevaux, évidemment, de trouver l'animal adéquat qui ira parfaitement avec son client. Le plus gros du marché pour un marchand de cheval, c'est l'amateur par définition. Forcément, mais mettez bien votre c'est une micro passion près de la avant bouche. tout. Oui. On vit de notre passion, on travaille dans ce domaine-là et c'est un métier qui nécessite des connaissances et Comment vous recevez la demande? Comment vous arrivez à trouver le cheval qui correspond au client potentiel? On est en permanence, on a des demandes de plus en plus depuis le Covid. Oui. Mettez bien votre micro. Pardon, excusez-moi. Et on va en concours, on se déplace, on cherche des chevaux en permanence, on a des contacts, on travaille en équipe, hein, on n'est pas seul, on ne peut pas faire ça tout seul. Et c'est avec l'expérience et également les réseaux. Mais la première difficulté, mettez bien vraiment. Ouais, pardon. La première difficulté, est-ce que c'est d'abord de bien comprendre ce que cherche le client potentiel? Il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il faut, c'est trouver la qualité et avoir les chevaux qui correspondent aux demandes. En général, c'est des chevaux qui doivent être faciles, pas compliqués, et qui aient une bonne visite, effectivement, parce que c'est l'épée de Damoclès aujourd'hui. Un cheval qui n'a pas une bonne visite est très difficile à vendre. C'est pas pour autant que ce sera un mauvais cheval, mais commercialement, on ne peut pas le vendre si la visite n'est pas parfaite. Et personne n'est parfait. Si tous les gens qui devaient travailler devaient avoir une bonne santé, il y en a plein qui n'iraient pas au travail. Alors, pour les chevaux, c'est obligatoire. Alors, docteur, la visite vétérinaire. Voilà, je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel. Le débat est donc lancé. Comment on peut mesurer, c'est vous qui devez mesurer l'importance d'un défaut, sa conséquence, parce que peut-être qu'un cheval qui va faire du tourisme simplement n'a pas besoin, on peut passer sur quelques pathologies ou traumatismes. C'est à vous de juger que le cheval peut passer une visite vétérinaire, quel que soit l'usage? Expliquez-moi comment vous faites. Dans l'absolu, non. Il ne faudrait pas que ce rôle nous soit involu. Notre but, c'est de faire un état des lieux, enfin un état de santé de l'animal qui nous est présenté. Alors clinique, et puis des examens complémentaires, radiologiques, etc. Et d'informer l'acheteur de l'animal qu'il a, avec ses défauts, ses qualités. Et ensuite, on essaye de discuter pour savoir si les défauts qu'on a trouvés ou les qualités qu'on a correspondent à l'usage qu'il veut en faire. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile, parce qu'il ne faut pas que la visite soit le seul critère de décision. Le caractère, la facilité, l'aptitude sont importants. Le prix, bien sûr. Donc on a tendance à mettre peut-être un peu trop d'importance à la visite, parce qu'effectivement, comme on disait, des chevaux parfaits, ça n'existe pas. Donc il va falloir tempérer les défauts pour permettre éventuellement un achat ou pas. Oui, mais ça, c'est à vous de tempérer, parce que celui qui n'est pas, par définition, médecin, il peut pas analyser, c'est à vous de dire, vous pouvez utiliser ce cheval pour ce sport-là, malgré. Oui, c'est vrai, mais on ne détient pas l'activité précise qu'il va faire, dans quelles conditions il va être monté, comment il va être nourri, logé, et tout ça va influer sur l'utilisation et les défauts qu'on a. Alors on peut donner des recommandations, mais on a toujours une petite réserve, parce que tous ces facteurs post-vente, on les maîtrise pas. Et un cheval bien géré peut très bien vieillir avec quelques défauts, et mal géré vieillira mal. Ouais. Aurélien, c'est souvent un grand débat pour un acheteur amateur d'aller acheter un cheval chez un éleveur. Il y a toujours pour l'éleveur ou pour l'amateur la crainte de ce passage incroyable qu'est la visite véto. Alors je crois que la crainte, elle est surtout pour l'éleveur, qui est le vendeur au départ. La plupart des éleveurs font quand même des visites vétérinaires avant de mettre à l'exploitation pour savoir là où ils vont avec leurs chevaux.
pour éviter d'exploiter des chevaux et de mettre des financements sur des chevaux qui ne passeraient pas la visite. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est un peu l'épée qu'on a au-dessus de la tête, nous éleveurs, avec cette visite, de à tout moment savoir comment elle va être interprétée. Parce que, hélas, suivant l'interprétation et où va aller le cheval et quelle discipline et à quel niveau, l'interprétation peut être en effet différente. Et cela fait varier le prix. Donc c'est vrai que on vit sous le glas de cette visite vétérinaire, nous éleveurs, quoi. Maître, cette visite vétérinaire, je tourne un tout petit peu mes épaules vers vous pour me cacher du médecin qui est avec nous, mais est-ce que c'est pas en fait pour se préserver de risques éventuels juridiques que le vétérinaire va peut-être souligner en caractère gras un problème qui ne serait pas aussi important s'il n'y avait pas un risque de passer devant un avocat ou un juge pour un problème? Ce qu'on peut dire, c'est que le défaut qui sera relevé dans le cadre du compte-rendu vétérinaire, s'il est connu de l'acheteur, ce ne sera plus un vice caché. Hein, donc ce sera un défaut connu. Okay. Et si l'acheteur achète en connaissance de cause, il ne pourra pas ensuite se retourner contre le vendeur. Donc c'est très important. On peut vendre un cheval qui a des défauts physiques, c'est possible, à condition de bien en informer son acquéreur. Donc ça permet au vétérinaire de se protéger, mais également au vendeur. Donc il faut bien que ça soit spécifié, soit sur le contrat, soit sur le compte-rendu de visite. Mais attention, si c'est le vendeur qui mandate le vétérinaire, il faut bien s'assurer que l'acheteur ait eu connaissance du compte-rendu vétérinaire. Hein, il faut qu'il ait pu le signer, ou il faut qu'on se ménage la preuve. Marqué vu et sa voilà, signature, qu'il en quoi. ait eu connaissance. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes pour les visites vétérinaires après acquisition? Quels sont les principaux problèmes, raisons pour lesquelles on a besoin d'un avocat après l'acquisition d'un cheval? C'est l'hypothèse d'un défaut postérieurement à la vente. On va revenir sur les garanties qui s'appliquent à la vente, mais un défaut ou un vice caché. Donc là, on a un acquéreur qui va se retourner contre le vendeur, mais aussi souvent contre le vétérinaire, considérant qu'il n'a pas été bien informé. Par exemple, que le défaut qui a été relevé est peut-être pas suffisamment précis, ou qu'on n'a pas bien mesuré le risque. Donc il y a un vrai risque également pour le vétérinaire dans le cadre d'une visite d'achat. Quelles sont la durée de garantie que doit être exercé le vendeur amateur, en l'occurrence un éleveur par exemple, sur son acheteur? Alors le vendeur professionnel. Oui. Les garanties maintenant sont assez réduites, puisqu'il y a eu un changement très significatif au 1er janvier 2022. La garantie de conformité qui était prévue dans le Code de la consommation a été exclue maintenant pour les ventes de chevaux. Donc ça, c'est une réforme majeure. C'est la France qui a fait le choix. L'Europe a laissé le choix aux pays membres de continuer à appliquer ou de supprimer cette garantie. La France a fait le choix de la supprimer. Donc on ne peut plus agir sur le Code de la consommation pour les acheteurs particuliers vis-à-vis des vendeurs professionnels. Ça, c'est une réforme très importante. C'était une garantie qui était d'ordre public et qui protégeait beaucoup l'acquéreur, parce qu'il pouvait agir sur un problème physique, mais également comportemental. Parce que vous avez aussi la problématique des chevaux qui rétivent ou qui ont des problèmes de comportement. Et donc, existe cette garantie depuis le 1er janvier 2022. Donc ça, c'est le champ des possibles, c'est réduit pour les acquéreurs, raison pour laquelle ils doivent être maintenant très prudents et prévoir les garanties dans le contrat de vente. Ouais. Alors, si vous voulez que je précise un peu plus les garanties qui restent, sans rentrer trop dans les détails, parce que ce serait un peu rébarbatif. On a la garantie des vices rédhibitoires, qui est la garantie sur laquelle normalement l'acquéreur doit agir, parce que c'est une garantie spécifique pour les animaux. Sauf que, si vous voulez, elle date de 1800 et quelques. Wow. Elle est limitée à 7 vices, qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et elle est limitée dans le temps à des délais impossibles à tenir, c'est 10 jours. Ouais, elle est hors sujet alors. Donc elle est complètement hors sujet. Ouais. Moi qui ai quand même 20 ans de barre, je l'ai appliquée 2 fois pour un cavalier de concours complet par exemple qui avait acheté un cheval qui tiquait. Donc là on a pu l'appliquer, mais bon, elle est complètement obsolète et inapplicable puisque c'est impossible de tenir les délais prévus. Il faut en plus engager la procédure dans les 10 jours, hein, donc c'est totalement impossible. Donc on a ensuite la garantie des vices cachés qui est prévue dans le Code civil. Mais la particularité, c'est qu'il faut que l'acheteur prouve que le vendeur a accepté de lui garantir les vices cachés. Il y a une restriction. Alors, soit le vendeur a indiqué dans le contrat qu'il garantissait les vices cachés, donc là, on a bien une garantie qui est expresse, qui est prévue dans le contrat, et l'acheteur pourra agir sans problème. Mais dans la plupart des dossiers que je traite, il n'y a pas de contrat. Et quand il n'y a pas de contrat, l'acheteur peut
peut agir sur les vices cachés uniquement s'il arrive à prouver qu'il y a un usage très spécifique du cheval. Alors le cheval, typiquement le cheval de loisir que vous achetez pour une somme modique, eh bien on se pose la question de savoir même s'il y a une garantie. Ah oui, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'acheteur peut se retrouver très démuni s'il n'a pas prévu les choses. Ouais. Et dernière précision, dans le contrat que j'indiquais sur le site de l'Institut droit équin, il est bien prévu, et la garantie des vices cachés est-elle octroyée, il faut le cocher. Et il est possible aussi d'octroyer une garantie conventionnelle. C'est une proposition qui est faite, et là le vendeur garantit tous les défauts, mais on le restreint à un délai précis. Alors on peut mettre 3 mois, 6 mois. Donc ça peut être une solution alternative, parce que la garantie des vices cachés est applicable pendant 2 ans à compter de la connaissance du vice. Alors c'est très très long. Ah oui, oui. Donc on peut éventuellement, c'est une possibilité permise par le contrat, exclure la garantie des vices cachés, mais prévoir un autre type de garantie, une garantie conventionnelle, qui serait encadrée dans un délai de 3 à 6 mois, où le vendeur garantit tous les vices. Donc c'est une alternative qui est offerte par ce contrat, qui peut être intéressante. Pascal Planck, est-ce que le fait d'aller chez un marchand professionnel, est-ce que pour l'amateur, pour l'acquéreur, c'est une sécurité supplémentaire ? Forcément, parce que après tout ce qu'on vient de dire, effectivement, avant on était responsable de tout pendant 3 ans. Là, on est responsable de rien. C'est un peu n'importe quoi. Quand on est professionnel, on est responsable que notre client soit satisfait, si on veut le conserver. Donc ça, c'est la première chose. J'ai envie de dire, parce que c'est un vaste débat, effectivement, les vétérinaires ont une épée Damoclès avec les procédures. Et dans les chevaux, je pense qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que ça dure très longtemps, c'est pénible et ça dessert notre activité. Donc, aller chez un professionnel, bien évidemment, c'est comme tout, hein, c'est un métier. Je le répète parce qu'on a l'impression que c'est plus un métier maintenant, parce que le plus grand marchand de chevaux de France, c'est Facebook ou Le Bon Coin. Et ça devient n'importe quoi, par contre, pour moi. Mais faut vivre avec son temps, hein, on évolue. Faut se réinventer. Mais c'est vraiment un métier. Vous conseillez l'envie que vous avez quand vous venez avec un client qui vient chez un éleveur. Vous espérez lui vendre un cheval le plus jeune possible, où il y ait le moins de contrôle possible, plus de veto, pas de comportement difficile. Comment vous faites ? Quel est la meilleure vente pour un éleveur ? Je pense que la meilleure vente pour un éleveur économiquement, c'est vendre sous la mer des folles. Plus tôt ça part, mieux c'est. Et la plupart des éleveurs modernes aujourd'hui font du transfert d'embryons avec des juments qui gagnent le week-end en un concours et avec des poulains de la mer qui a gagné la 150 le week-end d'avant. Et ces gens-là, ces éleveurs-là vendent très facilement leurs poulains. Et sur les poulains, on n'a pas les mêmes contraintes que sur des 3-4 ans. Ça, c'est certain. Mais ce que vient de dire notre amie avocate, c'est quand même que depuis le début de l'année, il y a quand même une vraie soupape qui a sauté. Enfin, c'est quand même, il y a moins de contraintes, moins d'appréhension pour les vendeurs. Il y a toujours moins d'appréhension, peut-être, en effet, mais dans la tête de l'éleveur, c'est toujours un moment difficile, cette visite vétérinaire. Et encore une fois, ça peut jouer sur le prix du cheval et de sa production. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Est-ce que les visites vétérinaires sont plus importantes en France que dans d'autres pays d'Europe, par exemple, ou maintenant c'est uniformisé un peu partout pareil ? Non, il y a des pays qui sont exempts au moins de bilan radiologique. Certains pays qui préconisent des lignées exempts de problèmes radiologiques et les radios sont exclus ne se pratiquent plus sur ces lignées-là pour les visites d'achat. Sinon, oui, ça reste quand même une règle importante dans encore beaucoup de pays d'Europe. Et c'est effectivement ces bilans radiologiques qui posent problème au commerce parce que tout n'est pas parfait et on ne quantifie pas forcément très bien le risque par rapport aux lésions qu'on voit. Est-ce qu'un vétérinaire qui fait une visite d'achat est plus tolérant si le cheval est un prix, on va dire, modeste, plutôt qu'un cheval qui pourrait se vendre, j'exagère, 1 million d'euros par exemple? Oui et non, je vais répondre en normand. Oui, parce que l'investissement est moindre et que les arrangements sont plus faciles et que ça ira mieux. Non, parce que quand on fait une visite, on fait un bilan de santé, on fait un état des lieux et peu importe le prix.
On peut être intéressé par la destination pour discuter à la fin, mais théoriquement, le prix ne doit pas intervenir dans notre diagnostic. Ce qui est difficile pour les vendeurs, c'est que la première cause, j'allais dire, de traumatisme dans le futur, c'est souvent le cavalier, c'est souvent une équitation pas adéquate, un manque d'attention, de soins. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on va embêter un marchand ou un éleveur alors que le cheval va bien, et on peut le revenir en disant il n'était pas bien, il boite alors qu'il a été mal monté, par exemple. Je me fais peut-être l'avocat du diable, mais... Non, mais c'est tout à fait ça, et on le voit aussi en orthopédie, c'est-à-dire qu'on a des problèmes d'orthopédie qui sont liés à l'équitation plus qu'à l'animal proprement dit. Donc dans nos visites d'achat, on est obligé de tenir compte de ces problèmes-là qui risquent d'intervenir, alors que ce que l'on voit est très bien toléré. Mais on est obligé de le signaler en disant attention si... Et à partir du moment où on commence à dire attention, si le cheval n'est pas bien travaillé, on pourrait avoir une pathologie, tout le monde est très prudent et le commerce ne se fait pas forcément. Et il arrive vraiment très fréquemment qu'une visite vétérinaire empêche la vente. Vous pourriez donner un pourcentage de ventes non réalisées à cause de la visite véto? Malheureusement, oui. C'est 50-50. Ah oui, quand même. Ouais, c'est assez important. Et ce que je voulais souligner, c'est que les chevaux sont de plus en plus soignés. Quand même, on parle du bien-être animal, mais aujourd'hui, vaut mieux être cheval que vache ou cochon ou tout ce que vous voulez. Et les gens prennent soin de leurs chevaux. Il y a quand même un suivi, il y a des ostéos, il y a des vétérinaires, c'est plus moyenâgeux. Pour en revenir aux radios, par exemple, il faut savoir que dans les courses, il n'y avait pas de radio. Ouais. Il y a 10 ou 15 ans, des chevaux qui se vendaient une fortune, il n'y avait pas de radio. Et c'est rentré dans l'air du temps maintenant. Ouais. Tout le monde y a le droit. Personne n'est épargné. Et je pense qu'il n'y a pas assez de tours de table dans ce sujet. Et il faudrait en parler plus souvent. Et essayer de trouver les tenants et les aboutissants. Parce que j'apprécie le discours de mon voisin. Mais il n'est pas toujours comme ça, parce qu'effectivement, les vétérinaires ont un parapluie. Ils peuvent se faire attaquer pour une visite d'achat qui va représenter 600 € ou 700 € ou 1000 €. Vu la valeur du cheval, c'est quand même une grosse responsabilité. C'est là où est le problème, je pense. Oui, une disproportion entre le risque et le montant engagé. Alors, on parle beaucoup de la visite vétérinaire, mais il n'y a pas que la visite vétérinaire qui peut poser problème. Vous avez parlé des problèmes de comportement du cheval, mais alors là c'est très irrationnel pour juger d'un comportement étrange, méchant ou agressif d'un cheval, parce qu'il peut arriver 3 mois après parce qu'il n'est pas du tout dans l'environnement qui lui convient, alors qu'avant il n'avait pas ce problème-là. Comment vous défendez une cause pareille? C'est vrai que les causes comportementales, c'est très compliqué. D'obtenir une annulation de la vente, c'est très compliqué. Maintenant, dans tous les dossiers de vente ou de responsabilité, on est obligé de passer par la case expertise judiciaire. On est quasiment obligé de demander une expertise parce que le juge qui n'y connaît rien aux chevaux, en règle générale, sauf peut-être si on se trouve à Saumur, mais sinon le juge ne connaît pas les chevaux, il a besoin de l'avis d'un expert. Donc on fait désigner d'abord un expert judiciaire qui est un vétérinaire agréé. Dr Gay d'ailleurs est expert judiciaire lui-même. Et donc l'expert judiciaire va avoir une mission qui lui est donnée par le tribunal et il devra répondre à un certain nombre de questions. Ça arrive souvent ou c'est extrêmement rare? Dans tous les dossiers, il y a une expertise judiciaire qui est quasiment sollicitée. Et est-ce que c'est rare le problème de la volonté d'une annulation de vente pour un comportement? Oui, c'est rare. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Il faut pouvoir établir qu'on a un problème comportemental qui remonte effectivement au jour de la vente. Or, comme vous l'avez indiqué, le cheval a été travaillé, on ne sait pas dans quelles conditions. Donc le vendeur pourra établir, j'ai déjà eu des dossiers à répondre à ce genre de dossier, mais on a pu établir via des attestations, par exemple, que le cheval était parfaitement gentil, approprié au jour de la vente. Donc c'est assez compliqué et ça n'est pas un vice caché. Donc on ne pourra pas agir sur le fondement du vice caché, ça n'est pas un vice rédhibitoire. Donc la seule possibilité, c'est d'agir sur l'erreur. Et donc il faudra que l'acheteur prouve qu'il a commis une erreur, que son consentement a été vicié, quand il y a un vice du consentement. Donc c'est pas impossible. Il y a quelques jurisprudences sur notamment, par exemple, un poney qui est rétif, qui est ou un cheval qui est vraiment dangereux. Mais c'est très limité. La jurisprudence est très limitée sur ces hypothèses-là. Aurélien Lafargue, est-ce que un acquéreur
amateur peut aussi se retourner contre vous, marchand éleveur, si le cheval ne répond pas à la qualité qu'il espérait, si les performances ne sont pas à la hauteur. Comment ça se passe? Alors ça doit pouvoir se passer. Heureusement, sur des chevaux qui ont déjà fait du concours, il y a un minimum d'outils qui existent aujourd'hui grâce, dans les 4 ans, 5 ans, il y a des vidéos, les chevaux ont déjà fait des choses avant d'arriver sous la selle des amateurs. Donc voilà, après c'est aussi comme un marchand, le métier de l'éleveur, d'essayer de vendre des chevaux adaptés à leur clientèle. Ouais. C'est jamais évident. Mais voilà, et puis on maîtrise pas toujours le coup de cœur de l'amateur qui va à tout prix acheter ce cheval-là. L'amateur vient toujours avec son coach ou il peut venir acheter tout seul? Alors ils viennent souvent accompagnés, mais on a aussi tout un tas d'électrons libres qui viennent acheter seuls. Et c'est là où, quand les chevaux partent de l'élevage, on ne sait pas ce qu'ils vont faire demain. Et souvent, tout n'est pas dit directement non plus à l'éleveur, quoi. Ouais. Alors, c'est pas des effets de décor, hein. On n'a pas voulu faire un décor vivant. C'est qu'on est en train de vivre une vraie tempête au cœur du mondial du Lion, mais ça va s'arranger. Ça ne vous empêche pas d'intervenir sur le Facebook Live. Et Camille, vous avez une question des internautes, justement. À vous. Donc la question, c'est comment bien choisir un jeune cheval quand on ne peut pas l'essayer, un cheval de 2 ans? Et est-ce que la visite vétérinaire est la même pour un cheval de sport âgé qu'un cheval de 3 ans ou moins? Qui veut répondre? Alors, sur la partie vétérinaire, ce sera vous, évidemment, docteur. Mais à vous, pour l'acquisition d'un cheval de 2 ans. Ça, c'est un coup de cœur, de toute façon, un achat. C'est essentiel. On le voit très très rapidement quand un cavalier ou une cavalière essaie un cheval ou vient voir un cheval. Si elle a les yeux qui brillent, la vente est presque quasiment faite. Et donc ça, il faut suivre son instinct, c'est très important. Après, sur un 2 ans, c'est quand même aléatoire, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est important, c'est la locomotion. S'il est en bonne santé, c'est important également. Mais c'est une aventure. Alors qu'un cheval d'âge qui a été valorisé, c'est une certitude, il a prouvé. Ah oui. Et alors, docteur, 2 ans n'a pas terminé sa croissance. Est-ce que vraiment de faire des photos à cet âge-là a réellement un sens et du sens? Alors le sens le plus important, c'est de rechercher ce qu'on appelle l'ostéochondrose, les OCD qui, eux, existent déjà à 2 ans. Donc le bilan radio va prendre son importance à ce niveau-là. Après, on grade un peu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il commence à travailler un peu, 3 ans, 4 ans, on est sur un jeune cheval. Mais avant, la clinique parle pas beaucoup, à part les examens généraux, il voit clair, il n'a pas de gros défauts, mais qui sont visibles à l'œil nu. C'est la radio le bilan radiographique qui peut nous donner un pronostic sur l'avenir. Donc on va se servir de ça. Contrairement au cheval âgé, comme on posait la question, où là, c'est la clinique qui est le plus important. Parce que si on a des petites lésions et que cliniquement, il les supporte bien et qu'il est performant comme ça, on passe dessus sans problème. Alors, pour faire la différence, on passe les radios. La clinique, c'est on le regarde s'il boite pas, on fait des flexions. On fait des flexions, on fait des tests sur le cercle. C'est ce qu'on voit avec les yeux, ça en radio. Hein. Voilà, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'examen clinique, qui prend toute son importance chez le cheval d'âge. Alors on associe souvent un bilan radiographique, mais là on accepte des petites lésions si on n'a aucun signe clinique associé. Ça veut dire qu'il les supporte. Alors que chez le jeune cheval, on n'a pas ces antécédents. Donc si on a la même petite lésion, on émet plus de réserve parce qu'on ne sait pas comment il va le supporter. C'est la bonne affaire de vendre un 2 ans pour un éleveur. S'il est beau, qu'il bouge bien, comme le disait notre ami qui représente les marchands. Oui, aujourd'hui, oui, en effet, plutôt un éleveur vend, mieux c'est. Ça, c'est une certitude. Ouais. Camille, une autre question. Donc vous avez parlé de Facebook comme premier marchand de chevaux. En tant qu'amateur, quel autre moyen a-t-on d'acheter ou de voir des chevaux, par exemple des sites, des événements, des ventes en région? Aurélien. Alors, on va prôner pour notre paroisse le premier site que je vais mettre en avant, c'est SHF Market, où aujourd'hui on retrouve toute une base de chevaux qui font le circuit de 0 à 6 ans dans toutes les disciplines que prône la SHF. Donc on a, et avec des images, là on peut vraiment voir le cheval cheval en avec comportement. une vraie banque vidéo, puisqu'on a SHF vidéo également qui filme énormément de CSO et puis toutes les finales de dressage et de concours complets. Donc beaucoup d'éléments sur cette base-là. Et puis après,
Quoi de mieux pour acheter un jeune cheval pour un amateur que d'aller sur une des finales SHF Fontainebleau en CSO, Pompadour en complet, ou sur une finale de Studbook, Pompadour pour les Anglo-Arabes, ou Saint-Lô ou Lyon pour les selles français par exemple, ou même ici pour Lyon-Danger pour les chevaux de complet, puisque les éleveurs proposent des chevaux qui ont été sélectionnés dans les régions, donc des chevaux d'un certain niveau de qualité. Donc on est sur des chevaux bien mis pour toute une clientèle professionnelle ou amateur. Ouais, ça c'est, vous l'avez dit, hein, Pascal Planck, c'est une concurrence qui est lourde, les réseaux sociaux. Hein. Justement, Facebook, c'est pas un marchand de chevaux, c'est un marchand illicite, hein, bien souvent. Ils sont pas déclarés, ils n'ont pas les statuts pour le faire. Ouais. Je tiens à le préciser quand même, parce que nous, marchands, on a d'autres nécessités dans notre activité et des responsabilités. Après, pour le jeune cheval, bien entendu, quand il part tôt, c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Mais c'est une autre aventure. Et là, aujourd'hui, on est de plus en plus dans des gens passionnés. Et c'est bien d'acheter un cheval très tôt, parce qu'on le voit grandir, on le voit évoluer. Et je voulais revenir sur la visite, entre guillemets, juste pour une petite humeur. Aujourd'hui, il faut que les chevaux soient parfaits. Donc, à 2 ans, la plupart des éleveurs vont faire opérer leurs chevaux parce qu'ils ont des petits bouts d'os, par exemple. Et je crois que ça va changer parce qu'on se rend compte que ces chevaux-là peuvent vivre avec des petits bouts d'os. Et des fois, quand on enlève les petits bouts d'os, ils vont encore moins bien. Et c'est une mode. Mais je crois que les chevaux, il faut les laisser tranquilles. Ça devient trop artificiel, je trouve. Et c'est systématique. Et je ne crois pas que ce soit une bonne tendance. Et je serais très content qu'on tolère les osteochondroses, par exemple, si le cheval l'accepte. Ouais. Vous partagez ce sentiment sur risque ou pas de laisser les chevaux sans chirurgie, sans traitement particulier? Alors, ça demande un peu de modération, parce que ça dépend où se situe le bout d'os, son emplacement, sa grosseur, sa forme, et si on a des signes associés ou pas, même sans boiterie, c'est-à-dire on a une molette, une dilatation articulaire, donc ça décide déjà de l'opération ou pas. Effectivement, nous, on fait le diagnostic. Après, c'est souvent le propriétaire du cheval qui décide de le faire enlever, parce qu'il sait que ça posera toujours une question à la vente. Est-ce qu'un jour, ça fera mal ou pas ? On peut quantifier, c'est-à-dire qu'il y a certains petits OCD dorsaux sur un boulet, par exemple, tout petit, il y a toutes les chances qu'il fasse jamais mal. Mais on a beau dire ça, il y a des grandes chances que le propriétaire hésite, il y a un petit défaut, etc., et que la vente ne se fasse pas. Donc le propriétaire, l'éleveur, anticipe, il dit « je l'ai fait enlever, ça a un certain coût, mais c'est fait, et après, je ne serai plus arrêté au moment de la vente ». Sophie Bochet, ça veut dire qu'avant cette mode comme ça des visites vétérinaires, on n'avait pas besoin d'un avocat parce qu'il n'y avait pas de débat, il y avait moins de dossiers qui passaient devant le juge. On a toujours besoin d'un bon avocat. Bien sûr, maître. Mais non, la visite vétérinaire d'abord n'est pas obligatoire. Donc l'acheteur peut très bien invoquer un vice caché, même s'il n'y a pas eu de visite vétérinaire. Hein, c'est pas obligatoire. Maintenant, la preuve sera plus difficile à rapporter. Donc on peut que lui conseiller de faire passer une visite, mais c'est pas impossible. Après, je voulais réagir à ce qui a été dit. Si le cheval a subi une opération au CD ou autre avant la vente, il faut impérativement que le vendeur en informe et se ménage la preuve qu'il en a informé l'acheteur. Parce qu'on peut imaginer par exemple un cheval qui a été opéré à la suite de coliques. Si à nouveau il fait des coliques postérieurement à la vente et qu'il vient à en décéder, il pourrait y avoir une responsabilité du vendeur s'il n'en a pas avisé l'acheteur. Donc opération au CD, très bien, mais attention, l'indiquer dans le contrat de vente. On sait que la névrectomie maintenant va être indiquée dans les livrets, mais sinon l'acheteur n'a pas de possibilité de connaître le passif. Elle est interdite, la névrectomie. Alors, dans l'hypothèse où il y a eu une névrectomie, s'il est interdit... Expliquez pour les gens qui vous écoutent ce qu'est la névrectomie. Peut-être que sur le plan vétérinaire... Voilà. La névrectomie, c'est de couper un nerf, en particulier dans les extrémités du doigt, pour supprimer la boiterie. Mais ça a des effets secondaires, évidemment. L'effet primaire, c'est que le cheval ne boite plus, alors que la pathologie est toujours là. Et on peut avoir des effets importants à long terme, qu'il est bon de savoir. Donc on n'a plus le droit de faire une névrectomie sans l'indiquer sur le carnet et sans retirer le cheval de la compétition.
on peut le faire pour le bien-être, parce qu'il y a des chevaux qui ont de telles douleurs qu'ils n'arrivent pas à vieillir, donc ça peut leur permettre de vieillir un peu. On n'a pas le droit de le faire et d'aller en concours avec, même si on l'a indiqué, on est d'accord. Oui. C'est considéré comme de la triche. Interdit de compétition. C'est de la triche. C'est de la triche. C'est une sorte de dopage. Enfin, Exactement. Ouais. Oui. Bon. Précision relativement importante. Voilà, donc interdit de compétition et de course, mais pour autant pas interdit si c'est pour le bien-être et le confort du cheval. Mais c'est le seul élément qui figure sur le livret aujourd'hui. Le passé vétérinaire du cheval, on n'a pas de possibilité d'avoir des informations, et il y a un secret médical, donc l'acheteur ne sait pas. Donc il faut vraiment que le vendeur, s'il y a des particularités, le spécifie sur le contrat de vente, c'est très important. On a envie de dire, en fait, il suffit d'être, c'est un peu votre sentiment, Pascal, d'être franc, honnête et de raconter la vraie vie du cheval. Et il a subi quelques incidents parfois et c'est pas très grave, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, non ? Je pense que quand on dit tout ce qu'on sait, ça passe très bien. Ouais. Et si on nommait, moi ça m'est arrivé à mes débuts, il y avait un vice, je voulais le cacher, je voulais le mettre devant, pas qu'on le voit. Bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça servait à rien. Ouais. Parce que si tu dis à ton client, ce cheval-là, il a ça, pas de problème, il aime le cheval. Ouais. Si tu lui dis pas, il est vexé, c'est normal. Bien sûr. Je voulais revenir juste sur le tic, qui est un vice rédhibitoire, qui est nul et non avenu à mon sens, parce que le tic, c'est un vice rédhibitoire parce qu'on ne pouvait pas voir l'âge des chevaux. Aujourd'hui, on a l'âge des chevaux. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Point. Oui. Oui, tout à fait, mais la loi n'ayant pas évolué Encore une fois. depuis Ouais. plusieurs centaines d'années, voilà, c'est toujours d'actualité. L'évolution, Je vous en veux en pas, fait, hein, c'est juste une Ouais. aparté. Hein. l'évolution, en fait, qui n'en est pas une, c'est que le cheval est devenu presque un produit de consommation, alors que si on le regardait comme un animal, simplement comme un être vivant avec ses défauts et je ses crois que c'est qualités, un ça enfant. irait plus simple. Le Oui, cheval aujourd'hui, c'est un enfant, Ouais. c'est plus un animal. Hein, dans le cœur des gens, dans les familles, c'est. Ça prend une place énorme. Allez, On effectivement. reste là-dessus. Maître, vous avez le sentiment d'avoir dit ce que vous vouliez dire ? Il me semble, oui. Ah oui. Je vois pas d'autres précisions, mais Alors, encore parfait. une fois, effectivement, moi je prône la transparence dans les relations. Je pense que ça évite après les litiges. Et puis l'intérêt aussi pour les vendeurs professionnels, enfin de souscrire un contrat avec un vendeur professionnel, c'est qu'on peut peut-être plus facilement se mettre autour d'une table et trouver une solution. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement. Une solution amiable est toujours préférable à un conflit judiciaire. Voilà. Tout se dire, hein, pour le cheval ou pour autre chose d'ailleurs, c'est bien la meilleure solution. Merci, madame, merci. Messieurs, encore une question de Camille avant de nous quitter. Donc la question c'est, est-ce que finalement, plus on achète un jeune cheval, plus on aura un échange transparent avec le vendeur, qui est souvent l'éleveur et qui connaît le cheval depuis sa naissance? Bon, ça c'est pour vous, Aurélien. On l'a un peu déjà dit. Hein. En effet, oui, je pense qu'aujourd'hui, quand on va chez un éleveur, faut pas avoir peur de pousser le portail des élevages français. Souvent, on n'y arrive pas du premier coup, mais on hésite, il faut y aller chez nos éleveurs. Une fois qu'on y est, ils sont très accueillants. Ils aiment parler de leur métier, ils aiment parler de leurs chevaux. Et donc c'est sûr qu'au niveau transparence, il n'y a rien de tel que d'aller acheter directement chez le producteur, en direct, producteur-consommateur. C'est du produit agricole, donc voilà, faut pas hésiter. Cette dernière question vous a fait bien plaisir, je le vois à vos yeux. Merci de nous avoir suivis. Notre table ronde dans quelques minutes. Merci à vous, salut.